rien, et ça ne signifie rien. Objection Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne. Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Participe à cette émission Tania Rachaud. Bonjour à tous et bonjour Tania. Bonjour à tous, bonjour Vincent. Cette émission est réalisée par Lucien Auriol et l'émission est aussi coordonnée par Camille Bloomberg. Cette émission est aussi préparée avec l'aide de Victor Simon, Pierre Tréléa et Eban Valaïs. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des Surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast. L'Europe. Pour la Belgique et l'Italie, des pays qui sont aujourd'hui dans le cadre du volet préventif, ils devront se conformer avec les exigences en matière de dette. C'est la règle à cet égard. Maastricht a décidé 3%. 1992, c'était il y a 20 ans. Il y avait 10 millions d'habitants de moins, il n'y avait pas toutes ces situations. Donc je ne sais pas, moi, s'il y a un dogme technocratique bruxellois de 3% en 1992, si aujourd'hui c'est 3,1%, est-ce que ça pose un problème ? Et toujours à propos d'Europe, ce mea culpa qui sème le trouble et provoque un réel malaise dans l'Union. La Grèce vient d'avouer avoir menti depuis plusieurs années sur le montant de son déficit pour passer sous le seuil imposé par le pacte de stabilité et échapper donc aux foudres de Bruxelles. Vous venez donc d'écouter, dans l'ordre, Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission européenne, Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, il s'exprimait en 2018, et puis en 2004, le journaliste David Pujadas qui présente le journal télévisé de France 2. Alors quelle est l'idée reçue ici ? L'idée c'est qu'il y a un dogme de l'Union européenne, une idéologie imposée par Bruxelles et à laquelle on ne pourrait échapper. Il ne faut pas avoir un déficit supérieur à 3% du PIB, ce qui limite grandement la capacité de l'État à investir, à financer ses services publics. Mais alors d'où vient cette légende européenne ? De l'ensemble du spectre politique français et européen, à vrai dire, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que la règle des 3% est un dogme européen duquel on ne peut s'écarter. Et alors pourquoi est-ce que cette idée reçue plaît ? Bien tout simplement parce qu'elle permet d'expliquer pourquoi l'argent manque pour les services publics, pourquoi certains considèrent que la pression fiscale est élevée. Et c'est vrai ou c'est faux ? Eh bien, c'est plutôt vrai. Mais alors, quel est le problème dans ces cas-là ? Si ce dogme existe réellement, eh bien, c'est que cette idée n'est pas une idée de l'Union européenne, mais elle vient des États membres, dont ils ont chargé l'Union européenne d'en contrôler le respect. C'est un peu comme si vous ne pouviez pas vous empêcher d'acheter le dernier iPhone et que vous demandiez à votre comptable de vous harceler de messages à chaque fois que vous vous approchez d'une boutique Apple. Mais aussi... brider les États membres n'a de sens que si l'Union européenne peut les remplacer dans la capacité à investir. Le problème, c'est que cette condition, eh bien, elle met du temps à se concrétiser, même si la crise sanitaire a fait faire un énorme bond en avant à l'Europe sur ce point. Calculer un déficit, à vue de nez, ça ne paraît pas très compliqué. Vous soustrayez les dépenses aux recettes. Et si le résultat est négatif, vous êtes en déficit. Facile. En revanche, il y a un calcul bien plus économique que financier qui peut prendre des atours assez cocasses. C'est le calcul du PIB, le produit intérieur brut. Oui, parce que la règle des 3% de déficit, c'est 3% de déficit par rapport au PIB de la France. Une fois qu'on a le chiffre du déficit, il faut donc le rapprocher de celui du PIB pour déterminer si oui ou non il dépasse les 3%. Le calcul du PIB a donc toute son importance. Plus le PIB est élevé, plus le déficit est faible. Vous me suivez ? Un déficit de 100 alors que le PIB est à 1000, ça vous fait 10% de déficit. Ok ? Alors que si votre PIB est à 2000, tout d'un coup, votre déficit, il n'est plus que de 5%.
Et qu'est-ce qu'on y met dans le PIB, dans le produit intérieur brut ? Eh bien, ce qui fait tourner l'économie du pays, ma tante qui va chez le coiffeur, les amis qui ramènent de la bière pour l'apéro. Bon, mais on ne parle ici que de l'économie officielle. Or, qu'en est-il de l'économie informelle, voire illégale ? La drogue, la prostitution, tout ça, ça coûte de l'argent à certains et ça en rapporte à d'autres. Et donc ça fait tourner aussi, d'une certaine mesure, l'économie. Il y a quelques années, les Nations Unies ont établi des standards internationaux de comptabilité et elles ont proposé d'intégrer cette économie informelle dans le PIB. Les revenus générés par le trafic de drogue et la prostitution au Royaume-Uni, qui seront intégrés en septembre dans le calcul du produit intérieur brut, pourraient le gonfler de 12,3 milliards d'euros en équivalent livre sterling si l'on en croit les évaluations officielles publiées en Grande-Bretagne. L'an dernier, Eurostat, l'Institut statistique de l'Union européenne, a demandé aux États membres de l'Union de tenir compte des activités illicites qui créent de la richesse dans leurs statistiques. Résultat, lorsque le Royaume-Uni l'a intégré en 2014, eh bien, son PIB a augmenté soudainement de 0,5%. Un bond de plus de 12 milliards dû à la consommation de drogues dures comme l'héroïne. Et mécaniquement, le ratio déficit sur PIB a diminué. En France, le poids de la drogue a représenté une hausse de 0,1% dans le PIB français. La prostitution, elle, n'est pas comptabilisée. Cela montre que dans le PIB, on y met un peu ce qu'on veut. Mais aussi, pourquoi pas, qu'on pourrait établir un ratio déficit sur autre chose. Pas sur le PIB, mais sur, pourquoi pas, le bonheur national brut, comme au Bhoutan, sur l'indice de richesse globale qui a été mis au point par les Nations Unies et qui a pour but de remplacer, à terme, le PIB en prenant en compte les effets environnementaux. Alors cette règle qui interdit les déficits supérieurs à 3%, elle est gravée dans le marbre des traités. C'est une véritable contrainte pour les États membres. Une contrainte, mais Vincent, ce que les États ont fait, ils peuvent le défaire avec un nouveau traité, non ? Oui, mais je vous passe les détails, mais il faudrait l'unanimité de l'ensemble des États membres de l'Union, plus une ratification par l'ensemble des parlements nationaux, voire dans certains pays, un référendum. Eh bien, on n'en est clairement pas là, vu la position des différents pays sur ce sujet. Cette règle, en fait, elle est apparue en 1992 avec le traité de Maastricht, et il y a eu au départ donc la seule interdiction d'un déficit public supérieur à 3% du PIB et d'une dette publique supérieure à 60% du PIB. Ce sont deux des conditions pour adopter l'euro et qui vont être ensuite renforcées en 1997 avec le pacte de stabilité et de croissance. Alors, juste pour préciser, parce que parfois les questions économiques sont complexes, le déficit public, cela veut dire qu'un pays dépense plus qu'il n'a de recettes, et donc c'est l'équivalent de notre découvert bancaire. Ensuite, au lieu de limiter ses frais pour combler son découvert, un pays peut emprunter pour continuer à pouvoir dépenser, bien parce qu'en pratique, il ne peut pas dire à ses citoyens « on fait une pause sur les écoles, les hôpitaux, les services publics jusqu'à récupération de plus d'argent ». Non, il emprunte, donc il s'endette avec un taux d'intérêt et il passe pas mal de temps à rembourser ses AGO. La dette publique, c'est l'argent emprunté à cause du déficit et qu'il faut donc rembourser. Oui, et d'où vient cette règle des 3% qui ne permet pas justement de s'endetter et de creuser son déficit comme on le voudrait ? Eh bien, il se trouve que même avant l'adoption de l'euro et l'adoption des règles pour que l'euro puisse entrer en circulation, cette idée des 3% de déficit à ne pas excéder émerge en France sous l'impulsion de François Mitterrand dans les années 80. Donc, sous cette exigence européenne se cache une idée française. On est en 1982 et François Mitterrand veut freiner l'impulsion dépensière de ses ministres. Il demande donc à des hauts fonctionnaires de Bercy de lui trouver une règle imparable parce que frappé du sceau de l'expert qu'il pourrait opposer à ceux qui viendraient lui demander une rallonge budgétaire. L'un de ces hauts fonctionnaires, Guy Abeille, racontait en 2010 dans le journal La Tribune comment ils sont parvenus à ce chiffre 3%. C'est affaire d'une seconde. Nous regardons quelle est la plus récente prévision de PIB projetée par l'INSEE pour 1982.
nous faisons entrer dans notre calculette le spectre des 100 milliards de déficit qui bouge sur notre bureau pour le budget en préparation. Le rapport des deux n'est pas loin de donner 3%. C'est bien 3%, ça n'a pas d'autre fondement que celui des circonstances, mais c'est bien. 1% serait maigre et de toute façon insoutenable, on sait qu'on est déjà largement au-delà et qu'en éclat a volé magistralement ce seuil. 2% serait en ces heures ardentes inacceptablement contraignant et donc vain. Et puis, comment dire, on sent que ce chiffre 2% du PIB aurait quelque chose de plat et presque de fabriqué, tandis que 3 est un chiffre solide, il a derrière lui d'illustres précédents. Cette règle a ensuite été utilisée par Laurent Fabius, ministre du Budget, Jacques Delors, ministre des Finances, et puis par le Premier ministre lui-même, Pierre Mauroy. La règle donc que Mitterrand avait réclamée avait fonctionné. Puis un jour, le traité de Maastricht parut sur le métier. Ce 3%, on l'avait sous la main, c'est une commodité. En France, on en usait, pensait chiffre d'experts. Il passe donc à l'Europe, et de là, pour un peu, il s'étendrait au monde. Voilà donc cette règle des 3% intégrée au pacte de stabilité et de croissance, intégrée aux règles que les États doivent respecter pour entrer et rester dans la zone euro. Lors de la création de la règle en 1992, tous les États membres la respectent. C'est donc facile de l'imposer. Jusqu'à ce que, en 2001, certains pays, dont l'Allemagne et l'Italie, dépassent les 3%. À cette époque, l'Allemagne est en effet plombée par le coût de la réunification et par les effets de la mondialisation pour laquelle elle n'était pas du tout prête. En France, qui ne respectait pas non plus en 2003 la règle des 3%, et en Allemagne, Jacques Chirac et Gerhard Schröder, le chancelier allemand, se sont entendus pour ne pas se sanctionner mutuellement du fait de leur déficit excessif. C'est ce que certains ont appelé le péché originel. Un péché originel qui va encourager de plus en plus d'États à des dérapages, dont la France, qui a dû demander à plusieurs reprises dans les années 2010 à repousser l'objectif de repasser sous la barre des 3%. En 2017, la France passe brièvement dessous les 3% de PIB, mais la crise sanitaire va refaire plonger le déficit pendant plusieurs années encore. Finalement, des deux côtés du Rhin, l'obsession pour le respect des 3% est palpable. Écoutons Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, en mars 2018. Tant que nous sommes en déficit, nous ne sommes pas en excédent. Et tant que nous ne sommes pas en excédent, nous continuons à nous endetter. La dette reste un poison lent qui pèse sur la croissance française et sur les générations futures. Je vous confirme donc, Madame la députée, qu'avec le Premier ministre, avec le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, nous sommes totalement déterminés à tenir le cap de la réduction des dépenses publiques, de la réduction de la dette et de la bonne tenue des finances publiques. Cela fait bien longtemps qu'elles en ont besoin. Du coup, en France, chaque dépense, chaque budget adopté par le Parlement relance le débat sur le sérieux économique de la majorité. Alors on lance des politiques publiques censées réduire les dépenses superflues. On se souvient de Nicolas Sarkozy et de sa RGPP, la révision générale des politiques publiques, qui consistait à ne pas remplacer un fonctionnaire sur 2. Et puis, Macron aujourd'hui, avec le projet CAP 22, dont le rapport a été publié en 2018 et qui préconise de faire mieux avec moins. La réponse allemande, elle, nous est donnée par l'ambassadeur d'Allemagne en France, Nikolaus Meyer-Landru, qui répond aux questions de la journaliste sur BFM TV le 14 novembre 2019. Qu'est-ce qui veut dire que du côté allemand, il n'est pas question de mettre fin à cette règle, à ces critères de Maastricht? Il n'est pas question. Ce n'est pas un débat en Allemagne. C'est pas un débat. Donc vous fermez la porte à Emmanuel Macron. On a des règles budgétaires, on a un pacte de stabilité. Il prévoit beaucoup de flexibilité dans l'application par la Commission. Nous ne voyons pas aujourd'hui la nécessité de revoir les règles, mais nous pensons qu'une bonne application nous permet d'avancer. C'est vrai qu'en Allemagne, on regarde la France se débattre dans ses dépenses et on s'impatiente de voir ce partenaire repousser sans cesse ses engagements. Dans le discours politique allemand, c'est une constante. Aidez-vous et nous vous aiderons. Pas avant. Nombre des propositions européennes de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande ont été rejetées d'un revers de main par Angela Merkel sous prétexte
que la France ne respectait pas la discipline budgétaire. D'ailleurs, en Allemagne, pas de déficit, mais un excédent budgétaire depuis 5 ans, c'est-à-dire plus de recettes que de dépenses. On comprend pourquoi l'idée reçue que l'Allemagne dirige l'Europe existe, mais bon, ça c'est dans un autre de nos épisodes. La France, de son côté, n'a pas connu d'excédent budgétaire depuis 1974. Alors c'est vrai que le modèle allemand, de leur point de vue en tout cas, il fonctionne plutôt bien, et ce qui renforce l'incompréhension outre-Rhin de pourquoi la France ne fait pas pareil. Mais cette règle, il faut le rappeler, elle vient des États membres. Il n'y a pas de doute, cette règle des 3% empoisonne la politique française et les relations franco-allemandes depuis des années. On aurait envie de dire, à propos de la France, tel est pris qui croyait prendre. Rien de tel qu'un bon gospel pour faire passer tous ces chiffres et ces notions d'économie, de finance. Vous venez d'écouter Little Richard, It is no secret, et vous écoutez toujours Objection Votre Europe. Et aujourd'hui, dans Objection Votre Europe, on se pose la question du dogme des 3% de déficit au-delà duquel un État ne pourrait aller. Est-ce que ce dogme est inébranlable ? Eh bien, la réalité juridique, comme souvent, est plus nuancée. Les États membres ne se sont pas interdits en effet quelques dérogations ou facilités en cas de besoin. 2 exemples. En 2011, au plus fort de la crise financière, les États ont modifié le pacte de stabilité et de croissance pour permettre de déroger temporairement et de manière massive à la règle des 3% en cas d'événements économiques négatifs et inattendus. C'est une disposition qui a été activée pendant la crise sanitaire liée au coronavirus. Et puis en 2012, lors de l'adoption du TSCG, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l'Union européenne, les États membres ont là aussi, alors qu'ils renforçaient les règles du pacte de stabilité, introduit une dérogation en cas de circonstances exceptionnelles. Ils peuvent déroger à la discipline budgétaire de manière temporaire. Mais il y a aussi les sanctions pour déficit excessif. En théorie, le Conseil doit prononcer une amende, mais en pratique, en 2016, il a imposé une amende de 0% du PIB à l'Espagne et le Portugal, c'est-à-dire donc 0 €.
Voilà, donc en réalité, des sanctions assez, inefficaces en ce qui a concerné ici l'Espagne et le Portugal, les deux États à ce jour qui ont été sanctionnés. Il faut dire aussi que la règle des 3%, elle a du plomb dans l'aile à la faveur de la crise sanitaire. Emmanuel Macron, déjà dans The Economist en novembre 2019, disait que la règle des 3% de déficit date d'un autre siècle. Mais avant ça, en 2014, la députée européenne portugaise Marisa Matias, de la gauche unitaire européenne, plaidait pour l'abandon de la règle des 3%. C'est une discussion que c'est déjà centré dans une vision du projet européen qui c'est à côté des promesses initiales. Si on a une règle comme cette-là de 3%, je dois dire oui, il faut la battre parce que ça marche pas. Et puis on peut citer aussi plus récemment Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, ancienne directrice générale du FMI, qui proposait dans un entretien aux Échos daté du 18 mai 2020 que les critères de Maastricht soient tout simplement revus. Mais tout ça n'a de sens que si l'Union européenne peut emprunter, s'endetter en son nom et distribuer aux États bien au-delà de son budget annuel qui est, il faut le dire, assez faible. Sauf que l'Union européenne ne peut pas véritablement s'endetter. Son budget est bien trop faible pour compenser les pertes en investissement des États membres. Or, avec la crise sanitaire, une véritable révolution s'opère. Le plan Macron-Merkel de 500 milliards d'euros que l'Union européenne pourrait emprunter pour le donner directement aux États est un véritable plan de transfert des richesses du Nord vers les régions les plus touchées par la crise. Plan que la Commission européenne, et notamment Ursula von der Leyen, sa présidente, a repris à son compte en ajoutant 250 milliards de plus de prêts aux États. En définitive, 750 milliards d'euros que l'Union européenne emprunterait sur les marchés financiers, une vraie révolution. Écoutons la chancelière Angela Merkel annoncer ce spectaculaire revirement aux côtés d'Emmanuel Macron. Il faut donc que ce fonds de relance apporte une contribution importante qui permette aux différents pays de l'Union européenne de réagir en fonction de leurs besoins. Pour cela, il faut un effort colossal et nous sommes prêts à le fournir du côté français et allemand. À l'heure où nous enregistrons ce podcast, il se trouve que on ne sait toujours pas si ce plan va être approuvé par les 27 États membres de l'Union européenne. Mais ce qui est certain, c'est que cette proposition crée un grand débat partout en Europe et qu'elle laissera des traces pour son avenir. L'Europe. Maintenant, Tania, et les droits de l'homme, bordel. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'une dépense de l'État et un potentiel enrichissement par le biais d'un secteur, celui de l'armement. Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme. Depuis 2014, le Yémen vit une guerre civile sanglante qui implique aussi deux puissances voisines, l'Arabie Saoudite et l'Iran. C'était pas ma guerre! C'est vous qui m'avez appelé, pas moi! J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner! C'est vrai que la guerre du Yémen ne semble pas être notre guerre, mais pourtant un rapport des Nations Unies de septembre 2019 reproche à la France, au Royaume-Uni et aux États-Unis leur soutien direct dans le conflit en raison de la vente d'armes par des entreprises implantées sur le territoire de ces États. Il faut dire que la vente d'armes est un marché florissant. En 2018 et 2019, les ventes d'armes ont battu des records, enrichissant les entreprises et leurs pays. Et d'ailleurs, sur le marché de la guerre, la France se classe à la 3e place mondiale des exportateurs d'armes et compte sur son sol 3 groupes importants. Thales, Dassault Aviation et Naval Group. Bénéfices économiques mis à part, le business des armes est quand même particulier puisqu'il mène forcément à la mort. Vendre des armes, c'est comme vendre des aspirateurs. On passe des coups de fil, on fait des kilomètres, on prend des commandes. Je fournissais toutes les armées, sauf l'armée du salut. On est bien d'accord pour dire que les armes, ce ne sont pas des aspirateurs. Pourtant, les sociétés d'armement sont soumises aux mêmes règles que toutes les entreprises, y compris celles d'aspirateurs, pour ce qui est de leur responsabilité sociale. Cette responsabilité sociale des entreprises, la RSE, est un concept qui a été réclamé par la société civile depuis les années 70, mais n'a été concrétisé que sous l'impulsion de la Commission européenne en 2011.
Concrètement, la RSE, c'est l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leur activité commerciale. Une entreprise qui pratique la RSE va donc chercher à avoir un impact positif sur la société tout en étant économiquement viable. Transposé aux entreprises d'armement, cela signifierait qu'elles doivent être attentives aux conséquences de leur business. D'ailleurs, ces questions centrales sont particulièrement ciblées pour les considérations de RSE, dont le respect des droits de l'homme, la loyauté des pratiques ou encore le respect des communautés et du développement local. Donc ce n'est pas vraiment gagné pour les entreprises d'armement. D'ailleurs, l'ONG Amnesty International est allée demander en septembre 2019 à différentes entreprises d'armement quelles étaient leurs démarches pour respecter notamment l'aspect des droits de l'homme de la RSE. Les réponses n'ont pas été nombreuses et lorsque les sociétés ont effectivement répondu, elles n'ont pas su expliquer de manière concrète comment elles respectaient ces exigences, sauf en estimant que ce sont les États d'origine de ces sociétés qui s'occupent de ces vérifications sociales par le biais d'octroi de licences d'armement. Pourtant, la procédure pour obtenir ces licences n'est pas vraiment contraignante. Il s'agit en France d'un formulaire à remplir en ligne, précisant les armes qui seront produites et exportées et d'autres détails concernant l'entreprise, mais rien sur la RSE ni sur les droits de l'homme. J'ai toujours travaillé dans la légalité la plus absolue. Je me fous que ce soit légal. C'est immoral. L'immoralité pourrait être rattrapée par la RSE, mais en l'absence de sanctions pour le non-respect des 7 questions centrales, les sociétés d'armement n'ont pas de compte à rendre. C'est étonnant au vu de leur responsabilité, de leur impact direct et sanglant sur tous les conflits dans le monde. Il y a eu des tentatives de poursuites judiciaires, mais dans les faits, il y a peu de condamnations. On peut citer par exemple l'affaire Lafarge, le cimentier français resté en Syrie alors que le conflit avait débuté. Pour maintenir son activité, il aurait financé des groupes terroristes et il a par conséquent été accusé de complicité de crimes contre l'humanité en France. Mais les charges contre le cimentier ont finalement été abandonnées fin 2019 par la justice française. Lafarge n'est pas une entreprise d'armement, mais cela montre au moins la difficulté à poursuivre des entreprises implantées dans des zones de conflit. Du coup, pour certains, il serait intéressant de s'adresser à la Cour pénale internationale. Des ONG ont ainsi envoyé une communication, une sorte de rapport, à la procureure de la CPI en décembre 2019 pour l'alerter de l'implication d'un certain nombre d'entreprises européennes dans le conflit au Yémen. Pour l'instant, toutes ces voies judiciaires n'ont jamais abouti à une condamnation, mais elles sont au moins révélatrices de la spécificité de ce business et de l'économie des armes. Finalement, il serait surtout temps que tous les pays rejoignent la démarche du Costa Rica, qui n'a pas d'armée. L'argent destiné aux armées est réinvesti dans l'éducation et dans la santé pour assurer un service public hospitalier et universitaire. Merci Tania pour cette conclusion clairement antimilitariste. Merci à tous de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur le site d'Amicus Radio et des Surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission sur le site Amicus Radio. Et vous pouvez aussi, pour l'actu, nous suivre sur nos réseaux sociaux. L'Europe, l'Europe, l'Europe.